François Tadei va nous rejoindre, alors peut-être pour monter en généralité sur certains de ces aspects du vivant et ce que nous allons pouvoir trouver d'inspirant dans cette question-là, hein, la question générique à laquelle on t'a demandé d'essayer de répondre, François, c'est au fond, depuis les travaux que tu conduis, depuis ce que vous faites au CRI, comment est-ce que cette question des échelles apparaît, comment est-ce que Think Small, ça peut paraître pertinent et intéressant, pour commencer. Merci. Je pense que c'est... Enfin, la vie commence aux échelles des nanomètres et se complexifie à des échelles de micromètres et progressivement fait naître des organismes aussi gros que nous et en même temps peut avoir des impacts à absolument tous les niveaux, et tu l'as bien illustré, et en même temps je pense que le vivant a une longue histoire qui va sans aucune obligation, parce qu'il y a des phénomènes, c'est pas une longue histoire qui va toujours dans la même direction. Il y a des avancées et des systèmes qui s'effondrent, etc. dans le vivant, mais néanmoins on observe au fil des millions d'années une complexification qui va croissante aussi, et qui fait naître des systèmes quelque part toujours plus complexes. Et donc finalement, ce que nous on a fait, c'est bien dans cette dynamique-là, mais toutes les échelles sont toujours présentes. Et donc nous, effectivement, on ne voit que les choses les plus grosses. Mais si on était né avec des microscopes sur les yeux, on aurait probablement d'autres perceptions, d'autres échelles. De même que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, on aurait probablement inventé tout un tas de théories scientifiques beaucoup plus tôt. Donc on est très limité par nos sens, et effectivement, on a l'impression que notre échelle est la seule qui compte puisque c'est la nôtre. Et donc, mais en même temps, typiquement, les pathogènes nous échappent, et avoir de nouveaux systèmes de détection et de les rendre visibles comme ce que vous avez proposé paraît tout à fait pertinent. Surtout si on est capable de le distribuer, parce que ça fait assez longtemps que les biologistes dans leur laboratoire savent détecter des virus comme ceux, mais le rendre accessible à tout un chacun dans son appartement ou dans sa maison, je pense que c'est évidemment très important. Mais donc le vivant a cette caractéristique multi-échelle que tu as bien développée. Il y a donc pour le coup des dimensions assez fractales. Et donc on peut, quand on pense vivant, on peut think small, mais on peut aussi think fractal. Et donc ce qui est encore une autre manière, en se disant on a le droit de penser les différentes échelles et leurs relations les unes avec les autres. Et le vivant a une caractéristique fondamentale qui est l'adaptation. Et même, je dirais un cran plus loin, l'adaptabilité. C'est-à-dire, c'est pas simplement que les organismes savent s'adapter, c'est qu'ils font évoluer non seulement leurs caractéristiques telles que celles que tu as décrites, du genre l'isolation thermique, mais ils font aussi évoluer leur capacité à s'adapter elles-mêmes, dans ce qu'on appelle l'adaptabilité. Et donc un peu comme si on peut apprendre ou apprendre à apprendre. Donc ils sont capables de faire évoluer leur capacité à évoluer. Par exemple, depuis qu'on a utilisé beaucoup d'antibiotiques, les bactéries non seulement résistent aux antibiotiques, mais elles ont même fait évoluer leur capacité à résister à de nouveaux antibiotiques. Donc pas seulement les antibiotiques du passé, mais si on en met des nouveaux sur le marché, on peut faire le pari qu'elles y résisteront d'autant plus vite qu'elles ont déjà su résister à d'autres choses, parce que les mécanismes d'acquisition de la résistance se sont sophistiqués. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et donc au-delà tu nous as décrit à la fois des process et des structures et comment est-ce qu'on peut les imiter. Moi, ce que je trouve intéressant dans le vivant, c'est la capacité fondamentale du vivant, non seulement à s'adapter, mais à faire évoluer de l'information et à transférer de l'information. Ce qui t'as pas spécialement abordé, mais qui, à mon avis, est au moins autant inspirant pour penser le numérique. Parce que le vivant, c'est de l'information génétique, et le numérique, c'est de l'information digitale. Et donc, il y a évidemment des parallèles à tracer entre les deux, de même que l'évolution culturelle, c'est aussi une forme d'information qui passe d'un cerveau à l'autre, et donc en fait, ces trois niveaux d'information coévoluent, et je pense qu'on a besoin de penser ces formes de coévolution. Mais un des parallèles qui est le plus évident peut-être pour des gens qui connaissent pas bien les différentes échelles dont on parle, c'est la notion de virus.
On parle de virus informatiques comme de virus biologiques. Tu viens d'évoquer des virus biologiques. Il y a évidemment des virus informatiques. C'est pas pour rien que ces analogies fonctionnent. C'est que c'est assez fondamentalement les mêmes principes. C'est de petites entités qui rentrent dans des gros systèmes et qui les hackent de l'intérieur. Que le hack soit génétique ou digital, c'est pas fondamentalement différent. C'est la capacité à repenser la logique interne de la machine pour lui faire faire quelque chose d'autre. Que la machine soit une machinerie cellulaire pour produire d'autres virus biologiques, modifier des moustiques ou nos propres cellules pour que le virus se propage dans les cas que tu as évoqués, ou que ce soit un virus informatique qui hack vos ordinateurs et éventuellement vous pique des numéros de carte bleue ou je sais pas quoi, c'est assez fondamentalement la même logique qui est derrière. Donc c'est vrai que cette capacité à hacker, elle est consubstantielle de systèmes d'information ouverts et interconnectés. Et donc que ce soit des systèmes numériques ou des systèmes biologiques, à chaque fois, il y a cette possibilité. Et c'est vrai que pour le coup, ça pose des tonnes de questions éthiques. Si par exemple, on décidait d'interconnecter nos neurones et le web, on pourrait très bien faire le pari que des virus seraient capables de passer d'un côté à l'autre et de nous manipuler. Alors on peut nous garantir la sécurité, enfin c'est comme nous garantir la sécurité de nos ordinateurs, ça fonctionne juste pas. Les virus ont toujours un temps d'avance sur les défenses parce que les pressions de sélection, elles sont d'abord pour l'évolution de l'attaque et ensuite, à partir du moment où l'attaque existe, il va y avoir éventuellement un système de défense qui va se mettre en place. Et donc tous nos systèmes d'antivirus informatiques sont toujours en retard sur les virus informatiques. C'est exactement la même chose en biologie. Et je fais le pari que si on crée d'autres interfaces entre le vivant, typiquement nos neurones et le web, on aurait l'apparition de tout un tas d'autres choses qu'on ne saurait pas contrôler. Alors, si tu avais à prendre des exemples dans les formes vivantes, est-ce que c'est des animaux, est-ce que c'est des végétaux, etc., qui te semblent inspirants par rapport à ces questions d'échelle, des petits organismes qui se relient entre eux, est-ce que c'est du côté des champignons, est-ce que c'est du côté des insectes, est-ce que c'est est-ce que tu as des points d'appui qui permettraient de nous familiariser avec les façons dont justement les échelles se jouent à l'intérieur des formes du vivant. Alors, je vais parler d'un concept qui me semble très important parce qu'on parle souvent d'écosystèmes numériques et donc je vais parler d'écosystèmes biologiques et de ce qu'on appelle écosystème engineering, donc la capacité à faire de l'ingénierie d'un écosystème. Et donc les bactéries sont capables de le faire, mais comme c'est pas forcément le modèle le plus simple, je vais commencer par les castors parce qu'ils font bon an mal an des choses qui sont en partie analogues et qui me permettront peut-être d'illustrer plus facilement pour les auditeurs. Donc assez fondamentalement, un castor, ça aime pas les torrents, ça préfère les lacs. Et donc ce que ça fait, c'est que ça construit des barrages pour transformer les torrents en lacs. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que leurs petits vont pouvoir vivre dans le barrage et il va être difficile d'accéder au barrage pour des prédateurs parce que pour rentrer dans le barrage et donc l'endroit où sont les petits, il faut passer sous l'eau et ça la plupart des prédateurs savent pas le faire et donc il y a un avantage évolutif qui est dans l'intérêt du castor, de ses gènes et on voit bien l'avantage sélectif qu'il peut y avoir à ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand le castor construit le barrage, c'est pas seulement l'équivalent d'un nid pour des oiseaux, c'est quelque chose qui va transformer profondément l'écosystème. Si vous êtes un poisson de torrent, vous allez pouvoir vivre en aval, mais vous allez plus pouvoir vivre de la même manière. Par contre, si vous êtes un poisson de lac, vous êtes super content et ça va avoir des implications sur tout un tas d'espèces aquatiques et sur plein de choses qui vont pouvoir bénéficier de l'environnement du lac et peut-être d'autres qui auraient préféré l'environnement du torrent. Donc il y a une modification profonde de l'écosystème qui a été transformé en profondeur par le castor. Donc je pourrais expliquer exactement la même chose sur les bactéries. Je ne sais pas si vous le souhaitez parce que c'est peut-être un petit peu technique. Parce qu'on a plus l'habitude de voir des castors que de voir des bactéries. Encore une fois, on n'a pas des microscopes sur les yeux. Mais les bactéries, elles font ça pas simplement à quelques-unes. Fondamentalement, si des bactéries doivent dégrader un antibiotique, vu la concentration d'antibiotiques et la taille d'une bactérie, une seule bactérie ne peut pas faire grand-chose. Par contre, si des millions ou des milliards de bactéries peuvent coopérer pour dégrader cet antibiotique, alors elles ont un gros avantage.
Et donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles sont capables. Alors il faut prendre plein de précautions, c'est pas intentionnel, d'accord. Mais la sélection naturelle va sélectionner des comportements qui sont des comportements où elles coopèrent, elles échangent de l'information, sur comment coopérer, et elles coopèrent sur comment échanger de l'information. Et parmi les informations qu'elles échangent, il y a comment est-ce qu'on dégrade un antibiotique. Donc même s'il n'y en a qu'une d'entre elles qui sait dégrader l'antibiotique au départ, si elle transmet cette information à ses voisines, qui peuvent non seulement appartenir à son espèce, mais même à d'autres espèces. Dans notre tube digestif, il y a, pour vous donner des nombres qui sont juste astronomiques, 10 puissance 14 bactéries. Donc un 1 avec 14 zéros derrière. Vous avez rarement manipulé ce genre de chiffres. C'est juste gigantesque. Et elles sont capables il y a jusqu'à 1000 espèces différentes. Et elles peuvent transférer cette information sur comment est-ce qu'on dégrade un antibiotique et collaborer tout ensemble pour le dégrader. Et donc ça, c'est juste des choses qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas collaborer, nous, à 1000 espèces et à 10 puissance 14 individus pour accomplir une tâche en commun. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Donc ça, c'est des choses qui émergent et elles savent construire ce qu'on appelle des biofilms, qui est fondamentalement ce que tu nous as présenté sans utiliser le mot tout à l'heure, c'est-à-dire des structures qui peuvent être macroscopiques, parce que des milliards d'entre elles se lient physiquement les unes aux autres, et il n'y a pas simplement des flux d'informations, il y a des flux de matière, et il y a la construction de ce qu'on appelle des biofilms, qui sont donc typiquement les photos qu'on a vues tout à l'heure. Alors on comprend de ce que tu nous racontes qu'en fait les castors et les bactéries sont des sortes d'ingénieurs d'écosystèmes et qu'on va trouver ici et là des formes de vie qui vont prendre au fond une sorte d'initiative de structuration d'écosystèmes alors qu'elles en sont au fond des petits acteurs, mais des petits acteurs qui vont avoir développé des approches, des techniques, des ruses pour le faire. Est-ce qu'il y a des cas de figure autres que les virus dont on a déjà commencé à parler, dans lesquels dans le vivant, les petits sont plus forts que les grands? Est-ce qu'il y a quelque part une vertu du petit qui va s'exercer face à la fragilité du grand, face à des choses comme ça? Assez fondamentalement, tous les systèmes de parasites, et il y a parmi les parasites des virus, des bactéries, des champignons et même de petits animaux qui vont être capables de manipuler tout un tas d'organismes, dont nous. Il y a donc des effets de manipulation du petit sur le gros qui vont modifier son comportement. Par exemple, il y a des parasites qui manipulent des fourmis qui, au lieu de vivre leur vie de fourmis, vont grimper en haut des brins d'herbe. On peut se demander pourquoi est-ce que les fourmis grimpent en haut des brins d'herbe. Eh bien, c'est parce qu'en fait, le parasite ne finira son cycle sélectif que si il finit dans un mouton. Et en fait, le parasite veut que la fourmi soit broutée. Et donc, si la fourmi est en haut du brin d'herbe et qu'il y a un mouton qui passe, il y a de plus grandes chances pour qu'il soit brouté. D'accord ? Donc et il y a tout un tas de parasites qui modifient, par exemple, le comportement des proies pour se faire bouffer par des prédateurs, parce que le parasite passe dans différents hôtes successifs qui sont typiquement des proies et des prédateurs successifs. Donc ça c'est un phénomène qu'on voit à plein de niveaux dans le vivant. Mais je donnerais même encore une autre échelle complètement macroscopique. S'il y a de l'oxygène dans l'air, on a l'impression que c'est essentiel pour nous, mais ça n'a pas toujours été le cas sur cette planète. Et en fait, s'il y a autant d'oxygène dans l'air, c'est parce qu'il y a des bactéries photosynthétiques qui ont commencé à fixer le CO2 et à relâcher de l'oxygène. Donc des choses aussi essentielles que la présence de l'oxygène dans l'air, qui nous paraissent aussi évidentes, en fait dépendent fondamentalement de capacités qu'ont eu les micro-organismes à modifier en profondeur les écosystèmes. Alors, un de nos contributeurs, Jean-Pierre Quignot, a mis en ligne un texte sur la citrouille et la groseille. C'était une intervention qu'il avait faite à Ludovia sur des questions d'éducation et où son présupposé de départ, je crois que l'analogie l'articulation entre les deux n'est pas de lui, mais qu'il a appliqué à l'éducation en disant que au fond, une grappe de groseille était moins gourmande en énergie pour se constituer qu'une citrouille, et qu'une citrouille se constituait beaucoup de choses inutiles
au fond, alors que la grappe de groseille avait, à taille plus petite, un potentiel énergétique beaucoup plus grand. À un certain moment, on va trouver dans le vivant aussi, j'imagine, les questions d'entropie qu'on connaît mieux sur, par exemple, des formes organisationnelles, etc. Est-ce que ça aussi, c'est à prendre en considération? Est-ce qu'il y a une vertu à ne pas devenir citrouille et à plutôt essayer de devenir grappe de groseille? Ouais, la question de la taille des organismes vivants est une question qui se pose à toutes les échelles. Pourquoi est-ce que l'éléphant a la taille qu'il a? Pourquoi est-ce que la bactérie a la taille qu'elle a? Toutes ces questions sont complètement légitimes et il y a plusieurs types de pression de sélection qui font que toutes les tailles existent et qu'il y a un intérêt à avoir toutes les tailles. Mais l'intérêt à être petit, c'est assez fondamentalement pour une biomasse donnée. Si on représente des milliards d'individus ou un seul, on voit bien qu'on n'a pas du tout dans la même stratégie. Si par exemple on doit être disséminé largement, eh bien, si on est 1 milliard d'individus, on peut être dans 1 milliard de lieux différents. Si y a des attaques par des prédateurs, des parasites ou autres, si on n'est qu'un seul gros individu et qu'on se fait bouffer, eh ben, on est mort. Si on est 1 milliard, on a plus de chances qu'au moins l'un d'entre nous survive. Donc il y a pas mal d'avantages à être petit parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on est peut-être plus agile, plus résilient, plus capable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de s'adapter. On a aussi généralement des temps de génération qui sont beaucoup plus courts. Les bactéries, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est des temps de génération qui peuvent être de 20 minutes. D'accord ? Donc par rapport à des temps de génération de 20 ans, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes échelles. Et les gros systèmes, ils ont besoin de... Alors, ils ont des avantages. Hein. On voit bien que c'est sympa d'avoir les capacités qu'on peut avoir et qu'ont pas forcément les bactéries. Mais il nous faut typiquement, à minima, avoir un système immunitaire pour nous protéger contre tous ces systèmes de virus, de bactéries, de pathogènes et de parasites dont je parlais, qui peuvent essayer de nous manipuler. Il faut être capable de se protéger contre ces petits qui peuvent rentrer par tous nos interstices et éventuellement nous manipuler. Alors une question un peu pour tous les deux. Comme vous le savez, dans Think Small, on a fait cette tentative un peu bizarre de formaliser, de représenter. Hein, les petits schémas sont de Lucille Picon, qui est designer. Formaliser tout un ensemble de dynamiques de la petite échelle. Et on voit très bien que certaines d'entre elles, si je pense par exemple à polliniser, on va naturellement penser aux abeilles et autres insectes pollinisateurs qui vont se promener parmi tout un ensemble de formes végétales. Si on pense par exemple à fragmenter, on peut penser à des choses beaucoup moins drôles, typiquement comment est-ce que les métastases vont se développer à l'intérieur du corps.